Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le samedi 25 janvier et voici les principales informations de cette édition. Une réunion de partage pour améliorer la prise en charge des victimes de l'AIS a été organisée aujourd'hui. Des parents impuissants face à l'addiction de leur enfant ont pu se confier. Vous entendrez un témoignage au début de cette édition. Ça a festoyé aujourd'hui du côté des autonomistes sur invitation du député de la première circonscription Mwerani Frebo. Officiellement, c'est la plateforme Amui Tatou qui était conviée, mais certains n'ont pas pris part à ces déjeuners de cohésion. Il y a très peu de nouveaux cas chaque année, mais la lèpre continue de circuler au Fénois dans une faible proportion. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lèpre, l'occasion de parler des derniers chiffres en Polynésie et des traitements existants avec notre invité, le docteur Lam Nguyen, médecin référent de la lèpre à l'Ordre de Malte. Le tour de l'île de Tahiti en truck au rythme de la bringue et des arrêts dans les communes. Le concept du Terif Aati de Tahiti Tourisme a toujours autant de succès. Ce samedi, pour la première de l'année 2025, il y avait plus d'une centaine de personnes. Ils sont vendus au kilo en bord de route pour être cuisinés en beignets ou au lait de coco. Les INA ont fait leur retour dans les embouchures et les rivières. Des familles perpétuent la pêche au filet. Vous allez le voir, c'est le cas sur la côte est de Tahiti. Merci d'être avec nous. Chaque année, plusieurs familles polynésiennes subissent les ravages de l'AIS. Aujourd'hui, des parents impuissants ont pu échanger avec la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, un moment de partage pour écouter et tenter de trouver des solutions. James O et Mirko Vonfo ont recueilli le témoignage d'une maman bouleversée par l'addiction de sa fille. Artistes, présidents d'associations ou encore fonctionnaires, une trentaine de personnes étaient réunies ce matin pour mettre en place les différentes commissions de travail de la toute nouvelle fédération. L'occasion également pour certains volontaires de témoigner des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour gérer l'addiction de leurs proches aux produits stupéfiants. Avoir un enfant dans l'addiction de l'AIS, c'est pas facile. Pas facile. C'est très dur parce que vous avez la descente. Et quand la descente arrive, c'est la violence verbale. Et après, il y a le manque qui arrive. C'est une autre façon d'être. On peut arriver à la violence physique et il faut être très fort. Très impliqué dans le monde associatif depuis près de 20 ans, avec des actions ciblées en faveur de la jeunesse, Yannick Teber constate lui aussi que l'AIS ne cesse de gagner du terrain au Fénois. L'année dernière, on vient d'enterrer 3 jeunes et c'est dû à ça, à l'AIS. Et c'est la première fois que ça arrive à l'association depuis des années. Normalement, quand il y a des décès à l'association, ce sont des personnes âgées. Et aujourd'hui, depuis quelques années, c'est devenu que c'est la jeunesse qu'on enterre. Face au manque de moyens du côté des professionnels de santé, les services de police et de gendarmerie apparaissent comme les seuls en mesure de proposer des solutions concrètes face à la crise de l'AIS. Mais pour la fédération, la répression ne résout pas le problème de fond. À ma connaissance, en 2021, il y a eu une cellule de prévention et de sensibilisation qui a été mise en place en partenariat avec l'État et le pays, mais on n'a rien vu. Il n'y a rien qui a bougé, au contraire, cette drogue gangrène la Polynésie et touche véritablement le berceau de notre Fénois, nos familles. Bien déterminés à mener leurs actions sur le terrain, la Fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie lance un appel aux bénévoles. Est-ce que la cohésion entre les partis autonomistes est toujours d'actualité? Visiblement, pas tout à fait, car aujourd'hui, au déjeuner de remerciement du député Mwerani Frebo, d'anciens partenaires manquaient à l'appel. Le Amui Tatou a-t-il tourné la page? Réponse avec Ismaël Tahiata, Laina Tetouanoui et Mirko Vonfo. Ils attendaient ça depuis longtemps. Des retrouvailles en bonne et due forme. L'occasion de saluer au détour d'un repas l'exploit de Mwerani Frebo lors des législatives de 2024. Une victoire dès le premier tour. On a donné corps à cette union, à ce Amui Tatou, dans tous nos travaux. Vous le voyez à l'Assemblée de Polynésie, où les différents groupes, Tapura Huiratira et Aherea Polynetia notamment, travaillent très bien ensemble pour faire avancer les choses. Et on fait la même chose à Paris au niveau national, à l'Assemblée, avec ma collègue Nicole Sanker, mais aussi avec nos collègues au Sénat, Teva et Lana, avec qui on travaille pour le bien du pays.
belle expérience de l'année dernière au cours des législatives, puisque les autonomistes se sont regroupés. C'est avant tout de belles rencontres, mais aussi de beaux partages. Et je suis convaincue qu'ensemble, on pourra y arriver au-delà des partis politiques si nous pouvons nous tenir la main. Un appel aux allures de slogan. Tout seul, je n'y arriverai pas. Ensemble, c'est la réussite assurée. Edouard Frecci croit dur comme fer. En ligne de mire, les élections municipales de 2026, bien sûr, mais aussi des législatives, peut-être avant. Il faut déjà préparer les législatives au cas où il y a encore un renversement à Paris. Et comme tout le monde s'attend, c'est qu'il y ait une autre dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, en résumé, c'est quoi? Ce repas va contribuer à ce que nous restions, que nous soyons, que nous continuions à être prêts, parce qu'on ne sait pas quel jour et quelle heure on aura cette surprise. Bien plus qu'un parti politique, une famille avec ses désaccords et ses doutes. Mais cela n'empêche pas d'aller de l'avant. Si on est tous animés par cette envie de construire ensemble, et puis surtout cette envie de servir les Polynésiennes et les Polynésiens qui nous font confiance. Moi, c'est ce qui m'anime à chaque fois que je suis à Paris et que je prends la parole, c'est de se souvenir pourquoi on est là, pour qui on est là. Je crois qu'on réussira à faire de grandes choses. Voilà, il faut garder cet amour dans le cœur et cette volonté d'agir tous ensemble. La famille autonomiste au grand complet, pas tout à fait. Gaston Floss et sa femme Pascal Haïti étaient aux abonnés absents. Idem pour Bruno Sandras. Le parti Ahereia Polynesia non plus. Aujourd'hui, samedi 25 janvier, c'est la journée mondiale de la lèpre. Et comme c'est le cas depuis près de 25 ans, une collecte de dons a été effectuée aujourd'hui par les bénévoles de l'Ordre de Malte du côté de Pirée. Avec l'argent récolté, des fournitures de vie seront achetées aux anciens lépreux vivant à Orofara. Pour ce qui est de la maladie, elle circule encore au Fénois, même si les cas sont peu nombreux, 2 en 2024. Florent Roy, délégué de l'Ordre de Malte France, est au micro de Mirko Vonfou. Chaque année, nous aidons, grâce aux dons, nous aidons à les Matayapo notamment, en leur faisant un colis alimentaire tous les mois. Donc les dons qui sont financiers, qui sont collectés, ça sert entre autres, pas que, mais ça sert entre autres à financer des colis alimentaires. Et en cette journée mondiale de la lèpre, nous recevons le docteur Lam Nguyen, médecin référent de la lèpre à l'Ordre de Malte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a eu officiellement seulement 2 cas de lèpre en 2024. Ça veut dire que la maladie existe encore, mais au regard de la faible proportion et des traitements qui existent aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il n'y a aucun danger concernant la lèpre? C'est un peu difficile. Disons qu'on a, c'est vrai, en 2024, détecté 2 nouveaux cas. Mais à la fin de 2024, il y a entre 8 et 10 patients qui sont toujours sous traitement. Et le problème, ce n'est pas tellement le faible nombre de nouveaux cas détectés, parce qu'au cours de ces 10 dernières années, on a entre 2 et 5 nouveaux cas par an. Lorsqu'il y avait la Covid, l'année qui suit, on n'a détecté aucun cas. Mais après, en 2022, on a détecté 10 cas. Et après, c'est remonté à 5, 3, 2 cas. Bon. Disons que ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on est au-dessous du seuil d'élimination défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis un peu plus de 25 ans. Ça ne disparaît toujours pas. Voilà. Néanmoins, ça ne disparaît pas. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a une circulation de cette bactérie à bas bruit dans la population. Bien sûr, ce n'est pas un problème de santé publique, puisque, vu le nombre très faible. Mais néanmoins, le problème, c'est que la prise en charge des patients sont uniquement concentrées à un médecin, parce que c'est principalement moi qui... Oui. Et du coup, les autres confrères n'en voient que très peu. Donc, c'est difficile de les reconnaître qu'on n'en voit pas souvent. Et la Guyane, il existe aussi des lépreux, en tout cas des nouveaux cas qui sont détectés dans les archipels. Ça veut dire que la bactérie circule aussi dans les archipels? Oui. Actuellement, on a des foyers. Je ne vais pas donner non plus l'endroit où ça circule en ce moment, mais disons qu'on en a surtout dans les îles du Vent et dans les îles sous le vent. Et dans les Tuamotu aussi. On en a beaucoup moins ces dernières années aux Marquises, aux Australes et aux Gambiers. Et en quoi consiste le traitement des lépreux et il dure combien de temps? Le traitement des lépreux, comme c'est une bactérie, c'est un antibiotique. La particularité est que c'est un traitement à longue durée, de 6 mois à 1 an, selon le schéma de l'OMS. Mais nous, on utilise un ancien schéma
pour diverses raisons. On peut en discuter si vous voulez, mais par précaution, on va jusqu'à 2 ans de traitement pour les gens qui sont très contagieux, afin d'être sûr que le taux de rechute soit le plus bas possible. Et pendant ces mois de traitement, ils sont isolés, ces Absolument patients, pas. Absolument pas. Il faut savoir que de nos jours, avec l'antibiotique, on peut guérir totalement les gens et qu'au bout de 1 à 2 premières doses, on tue 99,9% des bactéries dont la personne ne représente plus un danger de contagiosité pour leur entourage. Les formes graves de lèpre n'existent plus, on ne perd plus des membres du corps à cause de la lèpre. Si, malheureusement, parce qu'on a encore des patients qui ont été traités il y a des années et qui ont toujours des handicaps fonctionnels et qui nécessitent parfois des chirurgies de reconstruction pour qu'ils puissent retrouver certains usages de leurs mains et de leurs pieds. Oui, non, on a toujours des reliquats du passé, en fait, mais qui sont toujours d'actualité parce que les gens sont toujours vivants, donc il faut les prendre en charge encore pour la réhabilitation et des chirurgies fonctionnelles. Toute dernière question, ça fait plus de 20 ans que l'Ordre de Malte récolte des dons une fois par an pour les lépreux. Combien d'argent a été récolté aujourd'hui? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Je pense que M. Florent Roy peut répondre mieux que moi. Il me semble que l'année dernière, nous avons récolté, si je ne me trompe pas, sous réserve, à peu près 900 000 qu'on met dans la cagnotte commune à la France et après ça dispatche, une partie revient en Polynésie en fonction des besoins des patients et cet argent sert en fait à la recherche de la lèpre parce que comme c'est une maladie qui est moins importante au niveau mondial, il y a moins d'argent consacré à ça, donc on a besoin de ça et aussi pour aider nos patients parce que même s'ils ont la couverture d'assurance maladie, etc., il y a certaines choses qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie et donc on vient en supplément pour les aider. Ouais, c'est complètement différent que du téléthon et des maladies rares, par exemple. Absolument. Merci absolument. beaucoup, Tote Lam, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Après les fêtes de fin d'année, ce samedi, c'était la fête de ce début d'année, le traditionnel Terif Ati, organisé par Tahiti Tourisme. Le premier de 2025 a eu lieu aujourd'hui avec un peu plus d'une centaine de participants. La formule bringue et balade autour de Tahiti attire toujours autant. Hayar Itahiata, Uberliao. C'est la voix de Mareva, le petit déjeuner copieux, les amis, la famille, les nouvelles rencontres. C'est une question d'ambiance. Le Terif Ati, c'est spécial et c'est eux qui le disent. Ah non, on adore faire le Terif Ati tous les ans. Et presque tous les tours, on sort. Nous, tous ces mamans-là. Oui, ce sont tous des habitués normalement. Hein. C'est la destination ou plus l'ambiance? L'ambiance dans les trucks, parce qu'il y a tout, il y a Mareva, il y a l'accordéon, tout le monde chante. Ah oui, c'est ça qui nous motive de venir, on te revoit. C'est des Tahitiens qui nous ont parlé de ça au courant décembre. Et puis comme c'était notre dernier week-end avant de repartir en métropole, dans le froid, dans l'hiver, et on s'est dit, allez, dernier week-end, un tour de l'île, un tour d'adieu, et puis voilà, en fête, en musique. Voilà. Et j'ai même amené le ukulélé, parce que j'ai pris des cours pendant les 5 mois où j'étais ici. Et puis je vais voir s'il y a moyen de bringuer peut-être aujourd'hui dans le truck. Nous allons donc d'ici 5 minutes nous lever. Pas le temps de traîner, le cortège est attendu plus loin sur la côte ouest. À Papara, une cérémonie spéciale a été organisée en l'honneur de Valérie Motahi, décédée l'année dernière. Elle a fait partie des toutes premières organisatrices de ce genre d'événement. C'est très bien d'avoir rendu hommage à cette merveilleuse dame. Elle est connue? Sa famille, je connais parce que je fais partie du groupe de Ropapara et on parle beaucoup d'elle. La mise en place du Keinatour, à l'époque, ça s'appelait. C'était en 1998. Et aujourd'hui, donc, ça a bien évolué. Mais c'est vrai qu'avec Valérie, qui avait apporté cette touche culturelle sur chaque arrêt qu'on faisait, et ça, elle l'avait déjà en elle, étant donné que elle avait bien expérimenté la chose, du moins elle s'était bien formée sur Huayni à l'époque. Et la touche culturelle, on la retrouve tout au long du trajet. Des paysages aux saveurs, mais surtout à travers le chant et la danse. D'ailleurs, Mamie Yvonne n'y résiste pas, elle non plus. Prochain terrain dans le lagon du côté de la presqu'île. Rendez-vous le 22 mars.
On parle économie dans le Pacifique. L'un des plus gros complexes hôteliers de Nouvelle-Calédonie, le Méridien de l'île des Pins, est toujours fermé, et cela depuis les événements sur le Caillou du 13 mai 2024. Sa réouverture n'est toujours pas programmée. L'hôtel est simplement entretenu et sa réhabilitation complète coûterait entre 200 et 600 millions de francs. Les détails avec Yvan Avril de Nouvelle-Calédonie, la première. Le Méridien est un bijou hôtelier niché dans l'écrin de l'île des Pins. Fermé depuis 8 mois, cet établissement international accueillait 70 à 80% de clientèle étrangère. Depuis sa création, le Méridien a généré 4 milliards de francs de salaires versés localement. Mais pour l'heure, une réouverture est hypothétique. Il y aura des actions à mener de la part d'un peu tout le monde si un jour on veut réouvrir le Méridien de l'île des Pins, et notamment la desserte aérienne avec Aircal, notamment faire revenir des touristes internationaux en Nouvelle-Calédonie. Et une chose, à mon avis, la plus importante, c'est la réhabilitation de l'image de l'île des Pins. Et ça, à mon sens, ça dépend beaucoup des autorités coutumières de l'île et des cougniers. En redressement judiciaire depuis décembre, la société locale Maguénine, majoritaire à 65%, a reçu le soutien de la Société des hôtels de Nouméa, un autre actionnaire rattaché à Promosud, afin de présenter un plan de redressement à la justice. Mais pour l'heure, il n'est question que du maintien des installations. Aujourd'hui, il n'est pas question de réouvrir le Méridien. Aujourd'hui, il est question de travailler sur un plan de redressement pour que la société puisse continuer à vivre, pour que l'outil soit maintenu de manière à pouvoir réouvrir au moment voulu, quand les conditions seront réunies, sans avoir perdu l'outil qui reste quand même le joyau de la province sud. Le syndicat des hôteliers et restaurateurs évoque une perte pour l'ensemble des professionnels du pays. Le 5 étoiles est une vitrine pour toute la Calédonie. Nombre d'entre eux profitaient de l'économie générée par la clientèle, attirée par la magie de l'île des Pins. Il s'est hissé à la place du deuxième dauphin de Mister France. Carl Schuntan, le Mister Tahiti 2024, a fait un très beau résultat aujourd'hui lors du concours dans les Hauts-de-Seine face à 29 candidats de toutes les régions de l'Hexagone et des Outre-mer. Carl Schuntan, notre représentant polynésien, a réagi il y a à peine quelques heures. Écoutez. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu ramener cette écharpe à Tahiti. Qu'est-ce qui a pu faire la différence? Je suis vraiment resté moi-même, simple. Je vais toujours au bout de mes objectifs. J'ai donné le meilleur de moi-même vraiment pour aller le plus loin possible. Et voilà, donc mes valeurs de respect, d'humilité. Et vraiment, c'était une très belle aventure partagée avec les 29 autres candidats. Et le nouveau Mister France est le représentant de la région Rhône-Alpes. Retour au Fénois, en beignet ou au lait de coco, peu importe la forme, le ina est un mets apprécié des Polynésiens et il est de retour depuis le début de l'année aux embouchures des rivières, lieu de rendez-vous des pêcheurs de Tahiti qui profitent de cette période intense pour mettre toute la famille à contribution. James O. Patrick Tsinsing et Heidi Ngo. On les trouve vers 15 heures sur les abords des routes, des marchés, là où il y a du monde. Ils n'hésitent pas à arrêter les voitures, les personnes qui passent pour pouvoir vendre le fruit de leur récolte. Moana, 23 ans, pêche et vend les bananes depuis qu'il est au chômage. Il partage... Et vous l'aurez compris, ce n'est pas le bon sujet. Ce sujet sur les INA est donc déjà passé dimanche dernier. On va vous préparer ça dans les prochains jours. En tout cas, l'information principale de cette édition, l'ICE continue de faire des ravages au Fénois et la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie tente tant bien que mal de venir en aide aux familles victimes collatérales de la consommation de certains membres. Une maman, comme il en existe des dizaines, voire des centaines au Fénois, a témoigné dans ce journal. Elle a évoqué les coups de folie de sa fille complètement addicte à la méthamphétamine. Dans votre petit écran ce soir, votre feuilleton « Un amour sauvage », la saison 1, puis à partir de 21h, 2 épisodes de la série The Luminaries. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.